tout cas, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire Influence. Justement, en vous attendant, j'allais faire juste un tout petit point très rapide. Je fais une introduction très rapidement, on n'a que 45 minutes. Pour expliquer que ces webinaires Influence, en fait, ce sont un nouveau type de webinaire qui est exclusivement réservé aux élus et aux directeurs généraux des agences de développement et d'attractivité adhérents du CNER. D'où le fait qu'on soit plutôt en petit comité, hein, on va être un peu moins d'une vingtaine. Mais en revanche, tous les participants sont en mesure de porter la voix officielle de leur agence, de leur territoire, ce qui nous permettra d'avoir des échanges tout à fait riches. Alors, ces webinaires ils visent à vous permettre, vous, agence, d'échanger directement avec des personnalités clés de haut niveau, ministres et conseillers ministériels, parlementaires, hauts fonctionnaires, comme c'est le cas aujourd'hui, tous en charge de missions ou de dispositifs qui touchent à nos sujets et représentent un enjeu pour les agences. Et l'objectif, c'est autant d'accéder à des informations importantes sur les dispositifs en question, les politiques menées, que de pouvoir exprimer les réalités de terrain de vos agences, vos bonnes pratiques, mais aussi les blocages, les difficultés, et aussi d'être constructif et de proposer des pistes de solutions. Donc, tout ça sur un format, je l'ai dit, qui est très court, 45 minutes, parce qu'on sait que les agendas des élus, des directeurs généraux, comme ceux de nos invités d'ailleurs, sont très contraints. Donc, on ira droit au but aujourd'hui. Et simplement vous dire aussi un dernier point que le replay sera disponible pour vos équipes. Beaucoup nous ont demandé aussi d'avoir accès. Donc voilà, le replay pourra être accessible sur l'extranet, donc avec les codes et identifiants spécifiques, comme une petite synthèse que le CNER réalisera et qui diffusera dans sa prochaine newsletter CNER Info. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, nous accueillons donc Monsieur le Préfet Roland Mouchel-Blaisot. Merci à vous beaucoup, encore une fois, à vous d'être parmi nous, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes plutôt connu dans le réseau CNER, donc je ne vais pas refaire tout votre pédigré qui est assez long, mais en tout cas, on vous connaît parce que vous avez été directeur général de l'Association des maires de France. Vous avez été, ou vous êtes peut-être toujours d'ailleurs, directeur du programme Action Cœur de Ville, qui est quand même un programme emblématique de ces dernières années. Et depuis mars dernier, vous avez été chargé par les deux ministres, Christophe Béchu pour la transition écologique et cohésion des territoires, et puis Roland Lescure à l'industrie, d'une mission interministérielle de mobilisation pour le foncier industriel. Avec des délais très courts, là aussi d'ailleurs, puisque je crois que vous devez rendre une première contribution d'ici le sommet Choose France qui devrait se passer le 15 mai, et présenter une feuille de route, un rapport final d'ici l'été. Donc c'est quand même très court. Évidemment, le foncier, c'est un sujet crucial pour nos territoires et pour nos agences, notamment au regard de l'impératif de zéro artificialisation nette. Je précise d'ailleurs que dès 2012, le CNER a proposé à l'État un projet de plateforme nationale recensant le foncier des territoires, ce qui était assez simple à l'époque puisque 70% des agences disposaient d'un site de recensement de leur foncier. Mais à l'époque, on n'avait pas trouvé les fonds pour mettre en œuvre ce projet. Puis la loi NOTRe est venue au milieu après et donc a compliqué un peu les choses. Donc c'est en tout cas un sujet qu'on traite depuis de nombreuses années, puis en tout cas qui redevient beaucoup plus crucial encore aujourd'hui. Je terminerai en disant que les agences de développement sont en première ligne au contact des entreprises pour les implanter ou les aider à se développer. Et forcément, il y a toujours un sujet foncier sur ces dossiers-là. Elles connaissent donc très bien la demande des entreprises, qui est une de vos questions d'ailleurs, de savoir un peu ce qui remonte des entreprises. Et puis, elles sont très concernées par la capacité qu'elles auront dans l'avenir à faire leur travail, en fait, alors même qu'il y aura moins de foncier disponible. Monsieur le Préfet, je vous laisse la parole pour 15 minutes environ, afin que vous nous présentiez votre mission, ces avancées à ce jour, vos premières réflexions, les peut-être premières conclusions, je ne sais pas, peut-être aussi le lien avec le projet de loi Industrie verte. Et puis, on donnera la parole ensuite aux élus et dirigeants des agences qui sont présents pour qu'ils puissent, dans les 30 minutes restantes, vous poser des questions, vous apporter des réponses aussi aux vôtres. Nous avons diffusé les questions que vous nous avez transmises dans l'invitation au webinaire, ce qui a permis à tout le monde de se préparer, et puis donc aussi d'apporter des témoignages, tout simplement sur le territoire et les enjeux que représente pour ces territoires et ces agences le sujet foncier qui est le vôtre aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas plus long, je vous laisse la parole, et encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. Mais merci beaucoup de votre invitation. J'étais d'ailleurs hier chez un de vos adhérents dans le Nord Franche-Comté, qui est d'ailleurs une très très belle agence de développement, puisqu'elle est à cheval sur 5 intercos et 3 départements, donc elle aime bien cumuler les difficultés, mais en l'occurrence, ça marche très bien. Merci d'avoir rappelé un peu mon parcours, donc je vais aller droit au but, et bien sûr très heureux de pouvoir surtout après échanger avec vous-même et les personnes présentes par visio interposée, parce que je fais un peu comme pour Action Cœur de Ville et aussi comme je faisais à l'AMF, c'est que c'est à partir des initiatives, difficultés et bonnes pratiques du terrain que je nourris les travaux que j'ai l'honneur de mener. Effectivement, dans un temps record,
Mais à la limite, ce n'est pas plus mal. On a un momentum extrêmement important en ce moment où on parle beaucoup de réindustrialisation qui a déjà commencé, mais on sait qu'on doit passer à une vitesse, supérieure et que finalement, soit on obtient les choses en 3 mois, mais ce n'est pas en 3 ans de davantage qu'on les obtiendra. Ou alors c'est un peu comme… Donc, en tout cas, ma mission s'autodétruit normalement cet été, une fois que j'aurai rendu les propositions. Vous savez, c'est un peu comme le feuilleton Mission Impossible qui s'autodétruit à la fin. J'espère qu'en tout cas, il en restera quelques traces. Trêve de plaisanterie. Vous connaissez tous très bien les situations. On a, dans le cadre, je l'ai bien vu en tant qu'Action Cœur de Ville, on a aujourd'hui une concurrence de plus en plus accrue sur le foncier, dont on ne parlait pas. Alors, vous étiez précurseur, hein, vous avez eu raison de soulever ces problèmes déjà ou ces enjeux à l'époque, mais on voit bien qu'aujourd'hui, et dans un temps quand même assez vertigineux par sa rapidité, à la fois il y a toutes les transitions à gérer, mais on voit que le foncier, qui n'était globalement pas un problème d'une manière générale, enfin je parle bien sûr de manière schématique, aujourd'hui devient pour tout. Et notamment pour le foncier économique et surtout industriel et la grande logistique, qui est souvent, dans beaucoup d'endroits, pour des raisons diverses, que je ne juge pas, mais un peu la variable d'ajustement d'autres priorités. Donc, il m'a été demandé, effectivement, dans le calendrier que vous avez rappelé, de faire des propositions concrètes et opérationnelles de manière de comment peut-on concilier ZAN et développement industriel et foncier industriel. Je ne veux pas préjuger la conclusion, mais en tout cas, je me mets dans la situation que ce défi est tout à fait possible. Il est relativement, probablement facile à identifier au niveau national, mais c'est au niveau local que les difficultés sont concrètes. Juste quelques points, j'ai abordé 5 ou 6 points rapidement pour justement lancer les échanges. Le premier, on est en train d'identifier quelle est l'ampleur du sujet à traiter. Non pas pour retarder le fait qu'on le traite, mais simplement quand on dit, et on se place dans une hypothèse qu'on est en train de faire, mais sans faire des calculs savants, mais en ayant un peu des fourchettes d'estimation par différents ratios. Si on veut gagner 2% du PIB de l'industrie d'ici 2030, parce qu'on se colle à France 2030 ou aux ZAN, etc., ça fait à peu près plus de 500 000 emplois. Et donc, on essaie de voir, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, mais qui n'est pas complètement transposable, même si une partie est transposable, combien il nous faudrait du foncier en général, qu'il soit artificialisé ou pas, pour accompagner et permettre ce mouvement de réindustrialisation. 2% du PIB, c'est à la fois très fort, mais on est quand même sur des choses qui sont très atteignables. On est à 11%, on reviendrait à 13%, pendant que les Allemands sont restés pendant toutes ces dernières décennies à 22%, et les Italiens à 16% et n'ont pas bougé de ça. Donc, on est en train d'objectiver et de voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de quelques milliers d'hectares, quelques dizaines de milliers, voire plus. Donc, on est en train d'essayer, en tout cas, comme on dit dans les résultats électoraux que chacun connaît, les estimations sorties des urnes qu'on est en train d'affiner, mais on est probablement, quand on sait que l'industrie n'a compté que 5% de l'artificialisation de la dernière décennie, et qu'avec la logistique et au fait qu'on était quand même dans une marée basse il y a 10 ans, enfin il y a plus d'une dizaine d'années, et qu'on est en train de repartir, on ne sera pas à 5%, mais même si on est à 10 ou à 15, enfin je prends des chiffres comme ça, on n'est pas le vecteur, l'industrialisation n'est pas le vecteur principal de la consommation d'espace, d'une manière macro. Deuxième sujet à traiter, une meilleure connaissance du foncier disponible, sachant que j'ai du mal à l'expliquer, peut-être à le rédiger, mais à l'expliquer, c'est que le foncier n'est pas une matière inerte, c'est une matière vivante. Il y a des fonciers qui se créent, il y a des fonciers qui disparaissent. Pour des raisons juridiques, pour des raisons écologiques, etc., pour des raisons de développement urbain. Bref, je mets cet indice parce que souvent on dit qu'il suffit de recenser les fonciers, le problème sera réglé. Ce n'est pas suffisant. Mais simplement, on a déjà une très grande difficulté où je vois que sur la connaissance du foncier, elle est quand même très imparfaite au niveau local. Elle est peu partagée. Je fais bien sûr schématiquement pour susciter bien sûr après vos réactions. Et elle est encore moins partagée au niveau national.
Donc, on a un manque, en tout cas, de connaissances. En tout cas, on a une pluriconnaissance qui fait qu'on a du mal à s'y retrouver. Les sites clés en main ne le sont pas forcément, mais il n'y a pas que les sites clés en main qui peuvent accueillir des entreprises, etc., etc. Bref, même les friches, hein, on les connaît pas de. Quand je dis connaître, c'est connaître avec un peu de détail, parce que bien sûr, on peut toujours faire un zoom parasatellite, mais ce n'est pas suffisant. Troisième sujet, une fois qu'on a identifié l'ampleur du problème à résoudre, en tout cas, on l'a caractérisé, qu'on essaie de mieux connaître le foncier disponible, quelles sont les solutions pour dégager du foncier. Le premier point, il faut optimiser le foncier existant. Plusieurs pistes. Un, la densification industrielle. En clair, on augmente en productivité, ça ne crée pas de besoin d'hectares supplémentaires, mais par exemple, on a une entreprise qui a 100 personnes, elle a un carnet de commandes qui augmente, on passe à 120, on a augmenté l'emploi, on n'a pas forcément besoin d'augmenter la taille de l'usine. Deuxièmement, la densification des zones industrielles existantes. Et là, me semble-t-il, je l'ai vu à La Rochelle il y a quelques semaines, mais un peu partout, j'étais hier à Belfort-Montbéliard, la manière dont on a un peu conçu, mais c'était normal, à l'époque on remplissait nos zones, on était déjà bien content de les remplir. Aujourd'hui, les parkings, les voiries, les implantations de chaque entreprise les unes avec les autres, nonobstant les questions de sécurité ou d'expansion, on voit qu'on a en tout cas des marges de densification relativement importantes. Je ne dis pas qu'elles sont majeures, mais elles sont importantes. Troisièmement, le foncier caché. Et c'est là où le travail fin avec les acteurs locaux est important. C'est comment on a beaucoup d'entreprises, d'opérateurs privés et publics qui ont des terrains qu'on ne connaît pas forcément ou qui ne souhaitent pas qu'on le connaisse. Et donc, on sait qu'on devra arracher avec les dents, mais par surtout une connaissance fine, bien sûr, on peut le faire au niveau national, mais par une connaissance fine d'un certain nombre d'acteurs au niveau local. On le voit par exemple avec Stellantis à Poissy, à Mulhouse ou à Sochaux-Montbéliard, où eux d'eux-mêmes, par exemple, ils compactent leur implantation industrielle pour dégager des dizaines d'hectares, mais d'autres entreprises sont plutôt pour des raisons de droit des affaires ou des raisons qui ne veulent pas engager des plans sociaux ou que le siège social est à Houston, n'ont pas comme priorité de compacter leur implantation ou de libérer leur terrain qui serait éventuellement disponible de manière significative. Enfin, dans ce chapitre, on a bien sûr les friches. Là encore, il faut qu'on connaisse mieux l'état réel de nos friches. Les fourchettes sont entre 100 et 150 000, en gros. Enfin, il y en a qui disent un peu moins, il y en a qui disent un peu plus. Elles ne sont pas toutes industrielles, mais une grande partie d'entre elles. Elles sont encore moins toutes récupérables pour l'industrie. Je suis bien placé pour savoir que l'urbanisation a rattrapé beaucoup d'entre elles. Certaines sont en centre-ville d'ailleurs, et puis d'autres sont dans les quartiers périphériques. On sait qu'on ne réimplantera plus d'entreprises à ce moment-là pour des questions d'acceptabilité ou de logique d'aménagement urbain. J'ai moi-même plaidé pendant 5 ans auprès des villes Action Cœur de Ville ou des ORT de dire mais attendez, arrêtez d'étaler, vous avez déjà plein de terrains disponibles à récupérer et à juste titre. Voilà. Donc on sait qu'une partie ne sera pas réutilisable pour l'industrie. Cela étant dit, quand on voit le montant en centaines de milliers d'hectares qu'on a minimum, qu'on a au niveau des friches, on se dit qu'il y a peut-être un gisement. Mais dans ce cas-là, quid de comment on les récupère, comment on les traite, comment on les finance, comment on les met en réserve de la République, des territoires pour la suite. Et puis, on a l'affaire, donc ça, et puis après, on doit dégager du terrain par la consommation de nouveaux espaces. Après, il y a les nets, mais enfin bon, faisons simple pour cette décennie. C'est toute la question du ZAN. Et on sait parfaitement qu'il y a des projets d'importance nationale. Vous connaissez comment ça se passe, hein, les régions doivent répartir des enveloppes au sein des SCOT, PCI. Il y a d'ailleurs aujourd'hui à ce stade aucune indication formelle pour réserver des terrains pour l'industrie et la logistique. Il va y avoir dans le SRADET aujourd'hui, il y a un petit appendice sur « il faut s'occuper de la logistique ». Le projet de loi Industrie verte dit qu'il faudra aussi s'occuper des activités du foncier industriel, mais ça ne va pas au-delà à ce stade. Donc, même si on a une stratégie, comment ça va se traduire au niveau des SCOT et des EPCI quand on connaît que, notamment, la pression résidentielle est très forte
D'ailleurs, elle n'est pas du tout corrélée à l'augmentation démographique. On a plein d'exemples de baisse de population et de consommation d'hectares pour l'aménagement résidentiel qui est tout à fait considérable. En tout cas, il y a des projets qui sont de nature nationale et qui devront trouver, nous semble-t-il, les ministres sont déjà un peu exprimés là-dessus, mais rien n'est encore calé définitivement. Et donc, on réfléchit là-dessus. Qu'est-ce qui doit être remonté au niveau national et pris en compte? Alors, de quelle manière au niveau national? On pense aux grands ports, on pense aux infrastructures, on pense aux centrales nucléaires, mais etc., etc. On peut aussi penser qu'un certain nombre de projets qui aujourd'hui ne sont pas connus, mais qui pourraient venir, pourraient mériter d'avoir, je dirais, peut-être un soulagement national. Après, au niveau régional, pareil. On sait qu'un certain nombre de développements économiques au niveau de l'Interco ou du SCOT ne pourra pas, malgré tous les efforts de densification sur les autres matières, dégager pour des implantations importantes. Je ne dis pas qu'il y a que des implantations importantes, mais là, quand il y a beaucoup de dizaines d'hectares, donc, est-ce que c'est à l'Interco de tout prendre au risque de ne pas pouvoir faire le reste, ou est-ce qu'on essaie de trouver région par région? D'ailleurs, c'est chaque région qui est responsable. Certaines sont en train de prévoir une réserve régionale à attribuer en fonction des projets. D'autres, c'était le cas, par exemple, de Bourgogne-Franche-Comté dans mes réunions hier, mais je ne crois pas que ce soit encore stabilisé. Puis, de toute façon, chaque région fait ce qu'elle veut. N'envisagez pas forcément de faire des réserves régionales. Enfin bref, on sait qu'on a des projets d'importance régionale qui dépassent de loin la circonscription de l'Interco. Donc, comment on organise tout ça? Le reste pourront être supporté à l'échelle, bien sûr, de la bassin de vie que représente le SCOT et là où les intercommunalités. Donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est à quel niveau, enfin, qui doit faire l'objet d'une mutualisation et à quel niveau cette mutualisation pourrait être opérée. Donc, on est en train de réfléchir à des propositions, nonobstant aussi les questions de gouvernance et de concertation sur ces sujets, puisqu'on se doute que c'est simple à énoncer, ce n'est pas forcément simple à mettre en œuvre. Deux autres points sur lesquels je voulais insister devant vous, aussi qui font partie de nos items. Le premier, et vous le voyez, c'est le renchérissement du coût du foncier économique qu'on voit en tout cas dans un certain nombre de territoires, et parfois même avec des comportements erratiques de pure players, un peu spéculateurs qui achètent un peu ici ou là et qui fait que le territoire, pour faire simple, quel que soit son statut, se trouve un peu désemparé pour essayer de construire une vraie stratégie foncière pour le développement économique. Donc, je souhaite qu'on puisse se faire des propositions comment la puissance publique territoriale pourrait mieux acquérir et conserver dans la durée un certain nombre d'espaces et que ce ne soit pas simplement la loi de la jungle qui conditionne, puisqu'on peut avoir deux phénomènes. Un premier qui serait, vous savez, comme un promoteur qui achète un immeuble avec des appartements familiaux, il ne fait que des petits studios, parce que ça lui rapportera plus que 10 studios que 5 appartements familiaux. Donc, on peut avoir des ventes à la découpe un peu inutiles, alors perdant des terrains intéressants, ou alors des gens qui n'ont pas besoin d'argent, qui se disent que dans 5 ans, il y a 10 ans, on le mettra sur le marché, on est incontournable parce qu'on est en plein milieu d'une zone potentielle, et que ce moment-là, il faudra que tout le monde crache le morceau. Et pendant ce temps-là, le territoire ne peut pas accueillir ou aménager sa zone. Voilà, je prends ça. Donc, on a des questions juridiques, des questions financières et des questions de stratégie pour que la puissance territoriale puisse mieux contrôler et conserver son foncier, que notre pays aussi se dote d'une véritable stratégie de constitution de réserves foncières. Les terrains pour accueillir aujourd'hui, en 2023, on les a. Pour accueillir dans 3 et dans 5 ans, on ne les a pas. Donc, on ne les a pas sous tout ce que je viens de dire. Donc, il faut que notre pays, avec ses territoires, soit en capacité de se projeter un peu pour créer les terrains de demain, qu'ils soient requalifiés ou qu'ils soient, bien sûr, qu'ils soient des nouveaux terrains. Enfin, et c'est aussi là-dessus que je voulais vous interroger, on a des questions quand même de gouvernance générale du système, à la fois au niveau national, interne à l'État, mais aussi avec l'ensemble des acteurs, puisque beaucoup de gens s'occupent de ces sujets sans forcément se parler. On évoquait tout à l'heure aussi la question de la classe, enfin de la connaissance du foncier, mais on a beaucoup de systèmes, on a beaucoup de choses qui se font, mais qui ne sont pas forcément communicantes entre les unes et les autres. Certains rêvent d'un grand atlas national, mais
Je ne pense pas que ce soit utile de refaire quelque chose si les territoires ont déjà fait des choses, mais comment on met tout ça un peu mieux au pot commun. Et d'une manière générale, comment, au niveau national, mais surtout au niveau local, entre la région, les intercos, leurs agences de développement régional ou territorial, l'État déconcentré, les EPF, la Banque des territoires dans sa mission de service public, les co-investisseurs, et puis bien sûr d'autres opérateurs économiques, puissent mieux gouverner ensemble les grands enjeux et de préparer, bien sûr, un meilleur accueil pour les activités foncières, industrielles et foncières. Voilà un petit peu, très schématiquement, mais je sais que j'ai déjà dépassé mon temps de parole, les sujets, les têtes de chapitre sur lesquelles nous sommes en train d'arriver. En fêtant d'ailleurs un point, mais je l'évoque juste pour mémoire, c'est qu'on a aussi des risques de déménagement territorial avec l'histoire du foncier, avec des hyper-concentrations littorales et autres, ou dans les endroits qui sont déjà peut-être déjà très, voire trop pourvus, et encore une fois, ce n'est pas une critique de ce territoire, mais par exemple, si on ne traite pas la question des friches, on peut avoir un grand déménagement du Grand Est pour ailleurs. Enfin, je peux prendre un exemple un peu schématique. Donc, on aura des sujets d'aménagement du territoire à traiter. Donc, en gros, nous sommes avec notre toute petite mission, en tout cas, dans la volonté de proposer une vraie stratégie cohérente, nationale, mais s'appuyant sur les territoires et sur leurs opérateurs pour mener ça, bien sûr, avec les prérogatives de chacun, y compris au niveau national, et avec comme méthode une co-construction d'une feuille de route opérationnelle avec l'ensemble des acteurs territoriaux. Voilà. Alors, les questions, vous les aviez eues, et donc je le rappelle juste pour mémoire, c'est que est-ce que je serais très intéressé de voir, et surtout, soit des choses qui ne vont pas, ou soit des bonnes initiatives qui ont été prises en matière de connaissance du foncier, et surtout comment ceci est-il co-construit et partagé. J'ai vu des régions, des territoires où tout le monde travaille ensemble, et puis d'autres régions où c'est plus compliqué pour rester subtil. Est-ce que vous constatez, comme je le constate dans tous mes déplacements, je serai encore demain à Dunkerque, et j'étais à Marseille-Fosse lundi, est-ce que vous constatez aussi cette pression foncière, y compris qui peut parfois aboutir à des phénomènes de spéculation ou de difficultés de maîtrise? Est-ce que les demandes des entreprises ont évolué, aussi bien dans leurs demandes en termes de foncier? On sait par exemple que la logistique, moi je leur ai dit, mais tout le monde leur dit, qu'ils ne pourront pas continuer à s'étaler s'ils ne font pas un peu plus de hauteur dans certains cas. Pareil pour un certain nombre d'entreprises. J'ai vu à La Rochelle aussi une usine de 3 étages qui va être construite, parce qu'on sait qu'on va plus continuer à pouvoir s'étaler, mais on a aussi des modes de portage. Je voyais hier, par exemple, dans le Nord-Franche-Comté, où via le pôle, les SEM qui découlent des EPCI, elles construisent elles-mêmes les usines et les louent après aux industriels, et puis d'autres sont plutôt dans les milieux économiques, dans une vocation patrimoniale, elles veulent absolument acheter les terrains, etc., alors que des collectivités ne veulent plus vendre leurs terrains ou se déposséder de leurs terrains économiques. Est-ce que vous avez les questions aussi de procédure, d'accueil des nouvelles? Ce n'est pas que les grands étrangers, il y a aussi les Français. Les gens veulent s'étendre ou s'implanter. Et comment peut-on faciliter les procédures permettant d'avoir les autorisations, d'avoir une sorte de porte d'entrée unique, plutôt que de balader le porteur de l'industriel d'un service à un autre, d'une organisation à un autre? Et comment faire pour que les territoires aient une meilleure maîtrise de leur foncier industriel et logistique pour dès aujourd'hui et pour demain, et encore plus pour après-demain. Voilà un peu en tout cas, bien sûr, intervenez comme vous le souhaitez, mais je serai en tout cas très, très heureux d'avoir en tout cas les exemples concrets et les retours d'expérience que vous avez les uns et les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. C'était très clair et effectivement dans un temps tout à fait maîtrisé. Du coup, je laisse effectivement tout de suite la parole à toutes celles et ceux qui voudraient la prendre pour alors, soit poser des questions de précision à Monsieur le Préfet ou répondre aux questions qui viennent poser. On vous a mis dans le chat les questions telles qu'elles nous avaient été transmises, mais
qui reviennent à ce que vous venez de dire. Et évidemment, on est preneur aussi de vos témoignages, de vos situations locales sur ces différents volets du sujet. Une main levée du côté de la Marne et ensuite du côté de Dijon. Johanna Gobi, peut-être pour la Marne. Oui. Merci Antoine. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Préfet. Johanna Gobi, directrice générale de Marne Développement, l'agence de développement économique de la Marne. En retour d'expérience, alors Marne Développement n'est pas en place depuis très longtemps, mais a l'avantage de regrouper dans sa gouvernance l'ensemble des acteurs publics du développement économique. Et je pense que ces formules permettent d'avoir justement la proximité à la fois des territoires, de travailler avec l'État, avec la région qui est notre financeur principal. Et je trouve que sur les dernières années, le partage d'informations converge malgré tout sur ce sujet du foncier, tout simplement parce qu'on est confronté à une vraie pression et à un intérêt général et partagé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. L'État lance un recensement. La région Grand Est a elle aussi lancé un recensement sur les zones d'activité. Mais bien sûr, ça reste, on peut encore optimiser, mais je trouve que le partage d'informations, en tout cas, avance sur ce sujet-là. Simplement, je souhaitais partager une expérience qu'on a menée dans la Marne au début de l'année 2023 avec le Club d'écologie industrielle de l'Aube. On a organisé des ateliers synergie. J'avais eu l'occasion d'en parler d'ailleurs à la dernière Assemblée générale du CNER. On a réuni une trentaine d'industriels pour identifier les ressources qu'ils étaient prêts à partager ou au contraire les ressources qu'ils recherchaient. Ça nous a permis en 2 matinées d'identifier plus de 500 ressources RH, ressources de matière, mais aussi des mètres carrés disponibles, mètres carrés fonciers, immobiliers. Et en 2 matinées, on a quand même identifié des milliers de mètres carrés immédiatement disponibles. Donc, on continue sur cette piste-là, puisqu'on va creuser le sujet et continuer l'enquête pour identifier les ressources détenues par les entreprises. Il y a une année, encore une année et demie, ces ressources étaient vraiment considérées comme une réserve du patrimoine. La conjoncture fait que ça devient une vraie ressource exploitable. Et on est en train de travailler potentiellement sur l'accueil d'une nouvelle entreprise sur le territoire marnais, intéressée par des mètres carrés identifiés lors de ces ateliers. Donc voilà, pour nous, c'est une piste vraiment intéressante pour optimiser justement ce foncier disponible. Après, alors je n'ai sans doute pas répondu aux questions posées qui sont très, très vastes et évidemment qui nous concernent tous, qui demanderait peut-être encore un peu plus de temps, mais peut-être qu'on peut faire un 2e épisode sur le sujet. Oui, non, mais bien sûr, même si ma mission commando est un calendrier très resserré, on peut bien sûr continuer à échanger en permanence. C'est très itératif, puisque je... Tout à fait. Oui, effectivement. Et puis au niveau du CNER, on pourra également récupérer les réponses écrites. Certains, je citerai tout à l'heure en quelques mots ce que nous a remonté, par exemple, la gouvernance de DevUp, l'agence régionale du Centre Val-de-Loire. En quelques mots, quelques suggestions, etc., qui sont assez intéressantes. J'y reviendrai après. Je laisse la parole d'abord à Danielle Juban, qui est la vice-présidente de Dijon Métropole et vice-présidente déléguée aussi de notre agence, de l'agence de Dijon Bourgogne Invest. Daniel, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Préfet. Bonjour. Moi, je suis ravie de vous retrouver à plusieurs titres, puisque j'ai l'occasion de collaborer avec vous dans d'autres missions. Je suis accompagnée aussi par Stéphane Bossavit, qui est le nouveau directeur de l'agence d'attractivité DBI. Alors, moi, j'ai une question toute simple concernant le périmètre de la ZAN, par exemple, par rapport à notre métropole. Puisque, nous sommes un petit territoire, nous avons, je pense, bien géré, peut-être un peu trop bien géré notre foncier. Et là, nous nous posons quand même un certain nombre de questions. Alors, j'entends parler de la logistique. Alors, c'est vrai que nous, la logistique, pour l'instant, on est plutôt sur des réponse tout le temps négative compte tenu du nombre d'hectares demandés et par rapport au nombre d'emplois.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, je ne sais pas, sur la Bourgogne-Franche-Comté, où il y a quand même un certain nombre de régions un peu moins denses, que le périmètre du ZAN pourrait aussi s'étendre là-dessus. Bien sûr, on a tout à fait conscience que le foncier industriel à vocation économique, on doit aussi progresser avec les opérateurs, voilà, pour faire peut-être monter en étage. Enfin, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Alors, écoutez, dans chacune des régions où je me déplace, chaque région dit qu'elle demande d'ailleurs un calcul spécifique pour sa région en raison de sa spécificité. D'accord, d'accord. Donc, alors, je crois savoir que hors ce qui pourrait être pris en charge au niveau national, dans des conditions qui restent, enfin, en tout cas, il est acté, me semble-t-il, qu'il y aura des prises en compte nationales, mais où s'arrêtera le trait, ce sera bien sûr un arbitrage politique au plus haut niveau, à la fois de l'État et aussi du Parlement, puisque, comme vous savez, il y aura des débats parlementaires à venir sur le sujet. Après, effectivement, la loi climat-résilience dit que c'est la région, dans le cadre du SRADET, qui doit être révisé, comme vous le savez, en 2024. Probablement que les délais vont être un peu allongés. Je crois que toutes les régions le demandent parce que le parcours est très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est le délai légal actuel. Doit après répartir, doit fixer un peu les stratégies de développement, etc. Il y a un appendice qui était en disant il faut essayer de placer ici ou là la logistique. Ça ne veut pas dire le nombre d'hectares, mais il y avait l'idée qu'on ait une sorte d'approche un peu cohérente, parce que la logistique a besoin d'énormément d'espace. Et si on veut réindustrialiser, je parle vraiment celle-là, il faut aussi la logistique pour transporter tout ça, mais que ça se passe peut-être en ordre un peu plus cohérent qu'en ordre dispersé dans chaque région. Et après conférence des SCOT, elle répartit au sein de chaque SCOT, et le SCOT répartit au sein des EPCI. C'est la procédure je dirais, telle qu'elle a été prévue, je ne peux pas penser, mais prévue. Donc, après, c'est les négociations entre les différents EPCI et l'instance régionale qui détermineront des enveloppes. Alors, là où vous soulevez un point particulier, mais il faudra essayer de trouver des solutions, c'est qu'effectivement, comment peut-on tenir compte du passé? Parce qu'il faut se le dire franchement, il y a des territoires qui ont été très vertueux, mais des territoires qui l'ont été moins. Et deuxièmement, aussi, il y a des territoires qui ont aussi des enjeux de développement économique, mais aussi démographique ou autres très importants, et d'autres où l'intensité sera moindre, et donc, me semble-t-il, il faudra en tenir compte. Il y avait une idée d'ailleurs que certains soumettent, c'était de dire que, par exemple, pour des projets d'intérêt régional, je parle dans mon domaine, foncier, industriel ou la grande logistique, que la région ne prendrait pas forcément tout à sa charge, mais elle demanderait une sorte de ticket modérateur au territoire, par exemple 70-30, enfin après, tout ça est contractuel. Contractuel, ou en tout cas n'est pas marqué dans la loi, mais rien ne l'empêche de le faire, et on pourrait même imaginer, en tout cas, moi je ne veux pas du tout normaliser les choses, mais on pourrait imaginer que les territoires qui se feraient prendre en compte en totalité ou en partie une implantation d'importance nationale ou régionale s'engagent en parallèle sur des pratiques extrêmement vertueuses de sobriété foncière sur le reste. Je ne dis pas que vous savez que dans le cadre d'Action Cœur de Ville, on a inventé territoire pilote de sobriété foncière où on démontre que sobriété foncière n'est pas antinomique d'un développement urbain, résidentiel et économique, mais on le fait d'une autre manière. Mais on ne va pas prendre en compte, me semble-t-il, au niveau national ou régional, des implantations qui, effectivement, impacteraient une partie significative de l'enveloppe ZAN. Réfléchissons de manière un peu schématique. Si ce dit territoire, et je ne porte pas de jugement de valeur, mais par exemple, continuer en matière d'urbanisme commercial, voire d'urbanisme résidentiel, à faire des choses qui ne sont plus vraiment au goût du jour. Voilà, donc, mais ça va être aujourd'hui. Alors nous, on va essayer de rédiger un peu des bonnes pratiques, ce qu'on pourrait faire pour essayer, en termes de gouvernance, de partage d'informations, de prise en compte d'un certain nombre de choses. Mais après, in fine, sous le contrôle du préfet de région, et je pense qu'il faudrait mieux associer l'État déconcentré
dès en amont, puisque C'est vrai. si c'est bloqué, si c'est bloqué après, on perd beaucoup de temps. Après, bien sûr, chaque région va s'organiser. Merci pour cette réponse. Je vois qu'il y a une autre question ou en tout cas une autre intervention. Très bien, très bien. Ah, Ce que je voudrais, voilà, Antoine, ce que je voudrais rajouter, je suis tout à fait sensible aux propos de Monsieur le préfet Roland Bouchel-Bézot. Et d'ores et déjà, au titre de l'Agence de développement économique, où nous avons une gouvernance, je dirais, un peu particulière, avec des chefs d'entreprise qui font partie du bureau exécutif et simplement 2 élus. Nous travaillons beaucoup avec le SGAR et nous avons une réunion très prochaine avec Monsieur le préfet à la préfecture où il reçoit le bureau exécutif de notre agence métropolitaine. Donc, nous aborderons effectivement ces problèmes-là, n'en doutons pas. Et comme j'ai déjà échangé avec Monsieur le préfet, nous serons heureux en tout cas de le retrouver à Dijon. Alors, j'en profite pour dire aussi à vos collègues, à vous-même, c'est que je fais des visites de travail au niveau régional dans chacune des régions. Oui. C'était Marseille, où je rencontre les services de l'État, mais aussi les agences locales, enfin régionales. Là, il y avait le sujet du port aussi, du port Marseille-Fos avec le président Castaner et son DG, où on a abordé, parce que la question des ports est un sujet central. Je suis d'ailleurs demain à Dunkerque. Donc, je dois faire une visite à Dijon, mais une visite de travail. Et donc, à cette occasion, je serai bien sûr heureux de rencontrer l'agence régionale, votre réseau, et puis bien sûr les acteurs économiques qui le souhaiteraient. Et qu'on puisse avoir un échange très direct et pas dans un jeu de rôle. Vous voyez, vous me connaissez suffisamment pour savoir comment. Non, bien sûr. Voilà. Bien donc, sûr. voilà, donc, je dois venir à Dijon. Je ne sais pas si la date a été trouvée, mais elle doit l'être aussi. Avant de passer la parole à notre territoire, je vois que Stéphane Bossavit a levé la main, c'est cohérent, qui est le directeur général de l'agence. Stéphane, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que disait Daniel? Et après, on passe à notre territoire. Oui, je vais conclure la séquence sur Dijon. Monsieur le préfet, bonjour à toutes et tous. Simplement, 3 points rapides. La question du recensement qui est évoquée, qui me paraît importante, parce que autant on a une vue précise des programmes publics et du foncier public, et donc une bonne maîtrise du disponible, autant la question du foncier privé est beaucoup plus complexe à gérer, puisqu'évidemment, elle n'est pas dans nos mains. Il y a un sujet technique qu'a évoqué en filigrane Daniel Juban, c'est la question des programmes publics qui fonctionnent par tranches. Et ce n'est pas un sujet qui est spécifique à la Bourgogne, qui est spécifique au développement des programmes publics en matière foncière. Et on se pose la question sur des tranches qui ont été engagées avant la loi ZAN, du destin qui sera réservé aux tranches ultérieures de zones qui avaient été affectées avant la loi ZAN à des équipements à vocation économique. Et puis, dernier point sur lequel on essaye de travailler, c'est évidemment sur la qualité d'usage des fonciers restants pour qu'ils puissent être davantage utilisés par des équipements R+2, R+3, et qui puissent répondre à un besoin, en tout cas pour ce qui nous concerne ici, qui est que beaucoup d'entreprises de centre-ville ont des besoins d'extension, mais pas de taille suffisante pour qu'elles-mêmes construisent leurs bâtiments. Donc, on a besoin de densifier avec des équipements un peu nouveaux et pas des boîtes à chaussures classiques, nos zones d'activité économique. Voilà trois points rapides que je voulais partager. Merci. Juste un point merci, j'ai bien noté. Sur votre deuxième point, vous avez touché effectivement le cœur du sujet sur l'affaire du ZAN, c'est que de toute façon, les compteurs, ils tournent. Donc, ce que vous avez consommé entre 2011 et 2020 vous donne ce que vous avez le droit de consommer avec moins 50%, enfin, mutatis mutandis, hein, voilà, à les marges près, pour la présente décennie. Donc, ça veut dire que déjà, tout ce que vous avez consommé depuis 2021, il est à votre débet, hein, c'est pour parler en termes de ressources fiscales. Donc, et par ailleurs, quand on parle de trajectoire, on sait très bien que comme on est dans des trajectoires descendantes, ce qui nous restera au fil des années de consommables sera très inférieur à ce que nous avons maintenant.
rien que pour la présente décennie, puisqu'on est au-dessus de la moyenne au début de la décennie, donc on fera qu'on soit en dessous à la fin. Enfin, je fais le calcul simple mathématique. Donc la question, ce n'est pas de savoir uniquement ce que vous aviez mis dans votre document de planification et d'urbanisme, qui est tout à fait important, mais si c'est pas déjà, si vous ne l'avez pas déjà aménagé, ou si vous êtes en train de l'aménager, ben c'est à votre, le compteur tourne pour la présente, pour la présente décennie. C'est là où un certain nombre de territoires vont se trouver en difficulté s'ils doivent effectivement faire des aménagements ou un accueil important de zones, enfin, dans une zone importante d'implantation économique, parce que vous êtes d'ores et déjà en responsabilité par rapport à votre consommation d'espace, puisque le fait de l'avoir mis dans votre document d'urbanisme n'était pas, vous ne l'aviez pas encore consommé, si j'ose dire. Voilà. À partir du moment où vous aménagez votre zone, vous commencez à consommer de l'espace. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que vous le retirez de votre document d'urbanisme que vous avez satisfait au problème. Voilà, mais en clair, on est maintenant un peu dans la terre, hein, c'est-à-dire que d'où le fait que dans certains territoires, ça ne passe pas aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions quand il y a des projets d'intérêt nationaux, régionaux ou locaux, même qu'on puisse le faire. Donc, le fait d'avoir réservé déjà à l'avance des zones, ce qu'on vous encourage et ce que je vous encourage à faire, et encore plus pour le demain, j'en ai touché un mot dans mon introduction, en tout cas, ne vous prémunit pas du fait que la machine à calculette est opérationnelle. Si, alors le temps tourne très vite, donc je laisse la parole à Anne Beauvais pour le Val d'Oise. Ensuite, il y a Bordeaux et c'est Saint-Omer qui veulent. Voilà. Donc, réponse courte ou en tout cas intervention courte, s'il vous plaît, de manière à maîtriser. On a un petit peu de retard. Non, mais là-dessus, c'est révélateur. Réponse courte, j'ai compris le message. Merci Antoine. Ça tout le monde, c'est comme le foncier. Ça sera assez rapide. Bonjour, monsieur le préfet, bonjour à tous. Juste trois petits points rapides. Tout d'abord, vous informer, vous posez la question du recensement de l'information au sein des territoires. Vous indiquez que l'Agence de développement du Val d'Oise, donc en Île-de-France, le CEVO, a mis en place depuis une trentaine d'années une base de données, une bourse des opportunités d'implantation qui inclut bien évidemment les fonciers disponibles à court terme pour pouvoir répondre aux demandes d'implantation. Donc ça existe et on le met à jour quotidiennement avec tous nos partenaires territoriaux, privés, publics, aménageurs, promoteurs, territoires, enfin collectivités territoriales et autres, que l'on a participé également à la mise à jour d'un atlas des parcs d'activité économique avec la DDT du 95, du Val d'Oise. Donc, nous, on a donné toutes nos infos que la DDT partage, enfin, compulse, avec aussi des informations plus sur les zones commerciales mises à jour par la Chambre de commerce délégation du Val d'Oise. Que l'on a fait un constat avec la DDT, c'est que sur les 10 dernières années, il y a à peu près un peu plus de 1200 hectares qui ont été urbanisés dans le Val d'Oise, département de grande couronne et traditionnellement réserve foncière de l'Île-de-France avec les autres départements de l'Île-de-France, que près de la moitié de cette urbanisation a concerné en fait des implantations économiques, mais on constate aussi que l'essentiel donc pas loin de 600 hectares, une très très grosse partie de cette consommation a concerné des implantations de logistique. Une très, très forte demande de logistique ces 10 dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une relative pénurie de foncier pour répondre à la demande d'implantation industrielle. Alors, la demande endogène de nos entreprises, nos industries qui ont besoin de se développer, et puis aussi aux demandes de réindustrialisation, relocalisation que l'on peut comptabiliser depuis un certain temps. Et simplement, je me posais une petite question. Vous soulignez l'importance de
pouvoir reconstituer des réserves, repérer des réserves, comment densifier notamment les espaces au sein des parcs d'activité économique. Et je me posais la question de savoir si on n'était pas un peu pris de vitesse. En tous les cas, c'est ce qu'on constate, nous, dans le Val d'Oise, et donc nous sommes encore une fois en Île-de-France, pris de vitesse dans une course de vitesse avec les acteurs privés qui ont très vite compris que s'ils voulaient faire perdurer leur activité et leur profession, mais bon, c'est tout à fait logique, il fallait passer la vitesse supérieure, qu'il n'y avait plus beaucoup de fonciers, comment dirais-je, agricoles ou autres à urbaniser, et donc ils ont une approche assez, alors agressive, c'est peut-être pas agressive, mais en tous les cas très très opérationnelle, de prospection auprès des entreprises au sein des parcs d'activité pour leur proposer des solutions à tiroir pour les reloger, raser les bâtiments, les reloger dans de nouveaux bâtiments et reconstituer de nouveaux parcs PME, PMI, notamment au sein des parcs d'activité, des zones d'activité économique. Ce qui fait qu'on se trouve depuis quelque temps avec ça répond à un certain besoin, mais pas uniquement à l'ensemble des besoins, en tous les cas pas totalement à l'ensemble des besoins que l'on recense, avec une multitude de parcs PME, parcs immobiliers PME, PMI, proposés soit à la location, soit à l'acquisition. Et donc, dès qu'un foncier peut être réutilisé, on a des investisseurs et des promoteurs, des développeurs privés qui tout de suite mettent la main, entre guillemets, sur ces opportunités et puis développent des opérations qui sont rentables puisque c'est leur métier à l'heure actuelle. Mais face à ça, nous, on a de grosses difficultés à trouver des fonciers pour permettre aux entreprises locales ou celles qui souhaitent s'implanter chez nous, de grosses difficultés à leur proposer des fonciers. Et alors, je ne parle même pas des fonciers importants, hein. On est en Île-de-France, on a régulièrement des demandes qui nous parviennent de Business France et de Choose Paris Région sur des surfaces industrielles très importantes et on est incapable d'y répondre, bien évidemment. Voilà, donc vraiment cette question-là, savoir s'il faudrait, je ne sais pas par quel biais, mais passer à la vitesse supérieure pour ne pas se faire prendre de vitesse et par les opérateurs privés, parce que même s'ils ont une logique et qu'ils font partie du paysage, bien évidemment, on se retrouve quand même coincé, nous, de notre côté, pour pouvoir répondre à la demande. Et donc, à la préservation de l'emploi en ce qui nous concerne, l'emploi valdoisien. Merci infiniment de votre témoignage, parce que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, il faut que les collectivités, enfin, les territoires, que ce soit les EPF, la collectivité, etc., aient plus de moyens pour en tout cas contrecarrer des mouvements lorsqu'ils ne vont pas dans l'intérêt général, mais qui sont plutôt, non pas dans les intérêts particuliers, mais dans des intérêts de court terme parfois. Voilà. Et qu'on a bien sûr besoin de l'investissement privé, mais pas au détriment d'une vision stratégique de développement du territoire, où certains endroits sont très adaptés pour des PME, PMI ou des zones artisanales, et puis d'autres, on a besoin de terrains d'une taille significative, il n'y a pas que des méga factories, mais en tout cas de taille significative pour accueillir effectivement une logique d'industrialisation, de réindustrialisation. Mais quand vous faites des appartements, des immeubles à la découpe, c'est un peu ça, si vous voulez. Et donc, on peut avoir ce problème. Donc, moi, en tout cas, on va essayer de plaider pour qu'on ait plus de capitalisation sur ces sujets. Il faut aussi que, bien sûr, que les élus locaux en face. Moi, ce que j'ai vu hier m'a bluffé dans le territoire de Belfort et dans le pays de Montbéliard, sur le fait que même des petits EPCI ont des SEM immobilière ou d'aménagement avec plusieurs dizaines de millions avec eux, ou que voilà, on a d'autres outils, mais il faut en tout cas empêcher que cette spéculation nous fasse rater le chemin de la réindustrialisation. Merci. William Ballu, du côté de Bordeaux. Oui, bonjour. Alors, merci Antoine de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur le préfet, merci de votre intervention. Juste pour faire partager quelques-unes de nos problématiques et quelques-uns de nos enjeux. Nous, on regarde avec beaucoup d'attention ce que va donner l'AMI Grand Site Industriel, parce que nous avons répondu avec un site de 300 hectares. C'était l'année dernière et on a beau relancer la DGE, on ne sait pas exactement. On sait qu'il y a eu très peu de réponses au niveau national. Et j'ai l'impression que c'est un AMI
qui n'accouche de rien. Donc, c'est dommage parce qu'on a quand même interrogé les territoires, on a fait travailler des propriétaires. En ce qui nous concerne, c'est un propriétaire privé. Le deuxième sujet, c'est que nous, on a un très fort enjeu de desserrement territorial, en gros, de développement équilibré, harmonieux du territoire départemental. Si je reprends les mots du président de Bordeaux Métropole, la métropole de bordelaise ne peut plus avoir le monopole des investissements, concentrer l'ensemble des projets d'implantation. Elle risque l'embolie. On a bien compris le phénomène qui est les jeunes. Or, il y a un fantasme, hein, c'est le fantasme oculaire. On voit des fonciers partout quand on se déplace en voiture. Or, un foncier économique, c'est un foncier sur lequel l'entreprise peut déposer un PC. Or, dès qu'on sort de Bordeaux Métropole, on a une triple injustice sur ces territoires. Un, ça a été les grands perdants de l'aménagement du territoire post-période de Gaulle. Et quand on calcule le ZAN sur une réduction de 50% d'un flux qui est calculé à partir d'un stock, et quand le stock il est de 0, le flux il est de 0. Ce qui fait que le grand gagnant finalement du ZAN, paradoxalement, c'est Bordeaux Métropole. Parce que même si son flux est réduit de moitié, c'est elle qui a le plus gros stock à la base. La troisième injustice, c'est pour ces territoires périphériques. C'est sur les projets que j'appelle moi à gestation rapide, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent pas du foncier, mais qui cherchent des mètres carrés, que ce soit des mètres carrés de bureaux, de locaux d'activité. Si vous prenez n'importe quel portail immobilier, que vous faites une recherche sur des locaux d'activité de 500 mètres carrés en Gironde, vous allez avoir un nuage de points sur la métropole, vous allez avoir quelques taches mouchetées partout en Gironde. Ce qui fait que même pour des porteurs de projets qui auraient été décidés, qui seraient convaincus de s'implanter en dehors de Bordeaux Métropole, au final, souvent, l'urgence, le besoin, la nécessité fait qu'ils vont se réimplanter dans la métropole parce que c'est là qu'il y a un marché immobilier, une profondeur du marché immobilier. Un autre point important, c'est la lenteur et la complexité administrative. Nous, on travaille beaucoup à la demande de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment sur le recensement, la requalification de friches industrielles. Or, quand on tombe sur un sujet qui est par exemple les cuisines Sagne à La Réole, un bâtiment abandonné depuis des années, qu'on imagine assez simplement qu'on peut le mettre par terre et puis reconstruire un site industriel sur ce site. Mais la bibliographie ne suffit pas, il faut relancer des études faune flore. Il y a un bureau d'études qui vient, il monte sur la toiture, il trouve un lichen rare, il rentre à l'intérieur du bâtiment, il trouve des zones de nidification de chauves-souris et on est reparti sur études faune flore, compensation, zone humide. Et on sort complètement des clous de l'horizon industriel. Et là, on a un vrai problématique. C'est que le pare-brise et l'horizon industriel l'horizon opérationnel calendaire d'un industriel, c'est en gros 24 à 26 mois. Aujourd'hui, on est infichu de produire du foncier économique dans ce laps de temps. On est plutôt à 3 ans, voire un petit peu plus. Il va falloir, soit on change la réglementation, soit on accélère les procédures, soit on les simplifie. Soit il va falloir qu'on réinvente des métiers qui seront des métiers d'anticipation des besoins des industriels. Mais aujourd'hui, on est hors des clous. Je reviens sur cet AMI grand site industriel, parce que grand site industriel égale projet XXL et Gigafactory. Sur ces projets, parce qu'on a toute la R&D de l'ACC, même si la Gigafactory se fera dans le nord de la France. On a essayé de répondre à Vercors et on voit qu'aujourd'hui, il y a 7 gigafactories en Allemagne, il y en a une en Suède, il n'y en a aucune en France. L'État voit les coûts passer. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on fait pour accueillir un Intel qui cherche 500 hectares. On ne peut pas faire de propositions à un projet qui cherche 50 ou 70 hectares en tranche 1 et 150 à 70 hectares en tranche 2. Je ne dis pas qu'il faut que tous les territoires soient pourvus de foncier de cette taille-là, mais il faudrait probablement, principe de règle politique, qu'on ait peut-être 3-4 sites en France qui nous permettent de capter ces projets-là. Tant pis si ce n'est pas à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est un petit peu ralent de voir quand même qu'on n'arrive même pas à avoir une solution d'atterrissage à proposer à ces projets. Nous, on expérimente, on pourra partager ces expérimentations avec le CNER, des sujets sur les nouvelles arts, la nouvelle façon de voir l'acte d'aménager, l'acte de construire, bien sûr, imaginer de nouvelles formes de sobriété. On encourage aussi les territoires, et Bordeaux Métropole a commencé à lancer une première expérimentation sur un foncier proposé à des promoteurs en bail emphytéotique administratif.
on voit bien que probablement le foncier, qui était un produit de commodité, est en train de basculer dans l'économie de la fonctionnalité et que ce modèle qui voulait qu'un industriel achète un foncier beaucoup plus grand, ses propres besoins, faisait de la réserve, c'est probablement un modèle qui a vécu et que dans le futur, on louera ou on sera propriétaire pendant un certain nombre d'années d'un foncier qu'on utilisera de manière optimisée pendant un laps de temps, où on l'utilisera. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On comprend bien la nécessité du ZAN. Je ne voudrais surtout pas laisser paraître dans mon discours que je suis un anti-ZAN, bien au contraire, un effet nénuphar qu'il fallait arrêter. Mais on fait tous partie d'une génération qui a appris à faire du développement économique sur la base d'un vieil adage qui dit on ne fait pas de développement économique sans foncier. Or, ce qui nous est aujourd'hui proposé, c'est de faire du développement économique à ISO foncier ou à foncier contraint ou restreint. Et là, il va falloir qu'on soit imaginatif. Mais je vois bien qu'il y a quand même, les aménageurs n'ont pas basculé. Dans l'acte de construction, vous parlez tout à l'heure des plateformes logistiques très, très étalées, on voit assez peu de verticalité. Et quand bien même demain, j'aurai un logisticien qui me dirait, Monsieur Balu, je veux faire une plateforme logistique à 7 ou 8 étages, de toute façon, les PLU ne permettent que très rarement de monter à plus de 20 mètres ou de 25 mètres. Donc, il va falloir aussi aménager les PLU. Excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Juste deux réactions. Le premier, bien noté d'abord sur les grands sites industriels, mais vous convainquez convaincu. On en a quand même quelques-uns, mais ce n'est pas forcément là où les industriels ont envie de s'implanter, ce qui était un autre sujet d'aménagement du territoire, ou alors on n'aura que la concentration dans les grands ports, enfin, pour faire simple. Mais dans les grands ports, faut-il encore qu'on règle leurs problèmes de ZAN? Et il y a aussi des zones portuaires qui ne sont pas des grands ports, où il y a un des 4 sites en France pour accueillir des grands sites, mais il est complètement impacté par le ZAN si on ne trouve pas une solution, puisque l'implantation industrielle prendrait tout le ZAN de l'agglomération jusqu'en 2050. Et puis en plus, si on accueille des entreprises, il faut aussi loger les gens, développer les équipements, etc., etc. Quand vous parliez d'ailleurs de nouvelles actions, de nouvelles manières d'aménager, de construire, j'allais dire de posséder, puisque effectivement, mais on a des situations variables, des entreprises qui veulent posséder parce qu'elles ont une logique patrimoniale et puis d'autres qui préfèrent louer, c'est ce que j'ai vu hier, y compris dans des très grands industriels. Sur l'aspect environnemental et procédural, vous avez tout à fait raison. Le projet de loi Industrie verte prévoit déjà quelques avancées sur ce plan. Je pense notamment à la parallélisation, comme on dit, des procédures. C'est qu'elles pourraient être menées maintenant, enfin, il faudrait que ce soit voté, menées toutes en même temps, sans attendre que l'une soit faite pour en faire une autre, et que la consultation du public commencerait dès le dépôt du projet et non pas à la fin de toutes les démarches. On peut gagner, Bon, il y a aussi d'autres procédures facilitatrices. En matière environnementale, on est en train de réfléchir, nous, mais je sais que ça circule aussi dans les tuyaux, que c'est incompatible de constituer des réserves foncières si en permanence les lois qui s'imposent et notamment aux aspects naturels de ce terrain changent en permanence. Et donc, c'est un peu cette sorte un peu de rescrit ou de stabilité sur les procédures environnementales, c'est que il ne faudrait pas qu'un territoire qui dit je constitue des réserves pour l'avenir, tous les ans, on lui tombe dessus en disant qu'il y a un nouvel insecte qui est arrivé. Donc, il y a un moment, il faut stabiliser les choses pendant un certain temps. Certains disent 3 ans, à titre personnel, je dis 5 ans. Et que, bien sûr, s'il n'y a pas eu d'aménagement entre-temps, on remet les compteurs à zéro à intervalles réguliers. Mais j'ai vu des exemples où en permanence on revient et donc c'est un peu sans fin. Et vous savez, j'étais préfet des terres australes antarctiques françaises, j'ai créé la plus grande réserve naturelle d'Europe. Donc j'ai pas de leçon à recevoir de ceux qui contesteraient une vision un peu moderne de l'écologie ou en tout cas un peu pragmatique de l'écologie. Donc voilà, donc on a quelques aspects de ce style qui j'espère vont pouvoir permettre. On va réfléchir à la constitution de multiplier les grands sites naturels de compensation. Là aussi pour anticiper, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut imposer sur place, je parle là en termes de biodiversité, mais d'autres choses qui pourraient être, je dirais, achetées par ailleurs. Il y en a un seul en France qui est près de Marseille, avec notamment géré via la CDC Biodiversité, je les vois la semaine prochaine. L'idée, c'est qu'on aurait davantage en France et qu'un aménageur ou une collectivité publique, comme un aménageur privé ou un porteur de projet privé, pourrait à l'avance prendre une partie du capital, je dirais, de la société qui gère ce site, et ainsi, bien sûr, c'est labellisé par l'État, et ainsi compenserait à l'avance sur la durée, dans un site agréé,
l'atteinte à la biodiversité qu'elle ferait sur un tel site et qu'il ne serait pas reconstruit, qu'il ne serait pas possible ou opportun de refaire sur place. Mais là encore, il faut anticiper. Mais si au moment que vous allez faire votre projet, on vous dit qu'il faut retrouver un terrain naturel à côté, si on ne l'a pas anticipé, on perd encore des années. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels on va essayer d'avancer. En tout cas, moi, je vais faire des propositions. Merci. Dernière, peut-être juste intervention de Bénédicte, très courte, pour ce qu'on est vraiment très court. Non, mais bonjour Monsieur le Préfet, bonjour tout le monde. On a eu l'occasion de se croiser quand vous êtes monté dans le Nord avec Nord France Invest. Ah, d'accord. On avait déjà échangé un peu. Nous, en fait, on a la chance, pour essayer de répondre un peu à vos questions, d'avoir une agence d'urbanisme. Donc, tout ce qui est en fait inventaire ZAN et inventaire du foncier privé et public est fait. Il est fait sur 2 intercos sur les 3 qu'on gère parce qu'on monte aussi un petit peu à Waplage, donc entre Dunkerque et Calais. Et là, on a une interco qui n'a vraiment pas les moyens. Et on a détecté que la Banque des Territoires et le CEREMA s'associaient pour faire pour les aider en fait à faire un inventaire des zones économiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une question de financement aussi des intercos. Nous, on n'a pas du tout de SEM sur le territoire. Tout le monde fait, toutes les intercos font en régie. Donc, il y a quand même ça qui est à prendre en compte. Donc déjà pour l'inventaire et ensuite pour l'implantation. Aujourd'hui, ils vont avoir tendance à regarder, avant d'implanter une entreprise sur le peu de terrain qui reste, la fiscalité que ça va pouvoir leur ramener. Donc, on essaye d'avoir des projets industriels qui peuvent aussi utiliser des chaleurs fatales, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le nerf de la guerre, ça revient quand même aux finances et on n'est pas sans risque de voir arriver des entreprises qui vont juste amener de la fiscalité et rien d'autre. Il faut aussi que les réglementations évoluent parce qu'au final, c'est le maire qui signe quand même le permis de construire. Et si les maires des communes, alors j'ai beaucoup de respect pour tous les maires, surtout, il ne faut pas prendre mal ce que je vais dire, mais si les maires de communes n'en sont pas un peu sensibilisés, il y a des toutes petites communes où c'est peut-être moins le cas, il faut quand même changer aussi les règlements de zone. Parce qu'aujourd'hui, comme disait le collègue de Bordeaux, on ne construit pas beaucoup en hauteur. Ou alors, s'ils construisent en hauteur, il faut 2 fois le recul, 2 fois la hauteur pour le recul à la route départementale à côté. On perd de la place. Il faut peut-être aussi que les collectivités imposent maintenant de construire en R+1, R+2, ce qui a un coût complémentaire pour l'entreprise qui s'implante. Donc, parfois, ils n'osent pas toujours parce qu'on est quand même sur des territoires. On n'est pas en Île-de-France où tout le monde vient racheter nos terrains. Nous, pour l'instant, voilà, on reste quand même un peu… on va encore chercher en fait les entreprises pour les implanter chez nous. Donc, vous voyez, tout ça, il faudrait que tout puisse coïncider. Alors, est-ce qu'il faut l'imposer? Est-ce qu'il faut former les intercos pour ça? Est-ce qu'il faut… On se permet, nous, en tant qu'agence, de refuser des projets. Mais parfois, si ça passe directement, ben voilà, on ne peut pas faire le filtre non plus. Donc, il y a un peu tous ces sujets-là quand même qui sont pour moi à regarder sur de l'imposition, voilà, de R+1, de hauteur, de changement changer un plus, c'est vrai que ça a un coût, ça prend du temps. C'est compliqué aussi pour les intercos, c'est toujours des frais en plus. Et aujourd'hui, elles courent quand même après leur budget. Donc, voilà. Bon, elles nous financent encore, ça va. Mais donc, voilà, très rapidement, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, bien noté, vous avez tout à fait raison. Merci Bénédicte. Écoutez, on a quasiment fait 1 heure plutôt que 3/4 d'heure, mais en tout cas, je crois que les échanges ont été extrêmement riches. Monsieur le Préfet, moi je vous propose qu'au niveau du CNER, on puisse continuer à agréger des réponses aux différentes questions et d'en faire une synthèse pour pouvoir vous les fournir dans un bon délai, de manière à venir peut-être faire un apport un peu quantitatif après un aspect plus qualitatif cet après-midi par ce webinaire. On est bien évidemment à votre disposition si dans vos déplacements vous avez besoin de contacts particuliers avec les agences. Vous n'avez a priori pas besoin de nous, mais si jamais vous avez besoin, on est à votre disposition, bien entendu. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois, à la fois de la clarté de vos propos et assez directs et clairs sur ces sujets complexes et oui, pas évidents. Et encore merci de votre… Rien n'est public à ce stade, hein, mais j'ai voulu vous faire partager des… Voilà, donc, Bien sûr, oui. Et merci beaucoup. Je rappelle peut-être en dernier point que le prochain webinaire Influence aura lieu le 3 mai sur les mêmes horaires, probablement avec 2 députés qui ont porté les groupes de travail du projet de loi Industrie verte, Bruno Millienne et Agnès Potier-Winsbach. Donc, on reparlera encore de foncier à cette occasion. En tout cas, encore une fois, merci Monsieur le Préfet. Merci à Blanche aussi qui nous a aidé, votre collaboratrice, à préparer ce webinaire. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, bonne journée à vous, à bientôt, au plaisir.